Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler de la deuxième et dernière partie de notre série de vidéos sur le cannabis thérapeutique. La semaine dernière on avait vu ses origines, sa botanique, ses compositions chimiques et le système endocannabinoïde. Si vous n'avez pas suivi la première partie, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de cette vidéo ou aller dans la barre de description. Cette deuxième partie portera sur la pharmacologie, la toxicologie, les médicaments et la législation. Parlons maintenant de la pharmacologie du cannabis. Comme vous pouvez le deviner avec les différents cannabinoïdes, la pharmacologie du cannabis est riche et variée. Premièrement, parlons de la pharmacocinétique du cannabis, qui est l'étude de l'effet de l'organisme sur le cannabis. L'absorption par voie orale du THC est lente car le THC subit un effet de premier passage hépatique important et est métabolisé en dérivés hydroxylés. La biodisponibilité par voie orale varie ainsi entre 2 et 20%. Le pic plasmatique de THC est obtenu au bout d'1 à 2 heures en moyenne, mais il existe d'importantes variations individuelles. Le CBD possède également une biodisponibilité variable, de l'ordre de 13 à 19% avec un profil plasmatique proche du THC. Le CBN a des données limitées. 95 à 99% du THC se lie aux protéines plasmatiques. La forte liaison protéique du THC limite la biodisponibilité initiale, ce qui explique un volume de distribution précoce faible malgré une forte lipophilie. À l'état d'équilibre, le volume apparent de distribution est d'environ 700 litres, soit 10 litres par kilogramme chez une personne de 70 kg. Le CBD et le CBN suivraient un profil de distribution semblable. Le CBD a également un volume de distribution élevé, d'environ 30 litres par kilogramme. La métabolisation du THC est complexe, et plus de 40 métabolites ont pu être identifiés. Les cytochromes P450 jouent un rôle majeur dans le métabolisme des cannabinoïdes en les transformant en métabolites plus hydrophiles pour l'élimination. Le delta 9-THC est métabolisé majoritairement par le cytochrome P452C9, le CBD est métabolisé par les cytochromes P453A4 et 2C19 et le CBN est métabolisé par les cytochromes P453A4 et C29. Le THC subit une épuration plasmatique, d'abord rapide puis lente car retardée par la redistribution du THC aux graisses et tissus. L'élimination du THC est ensuite essentiellement fécale, 65 à 80%, et urinaire, 20 à 35%, sous forme de métabolites acides, en raison de la forte liaison aux protéines et d'un intense cycle entéro-hépatique. Les profils d'élimination du CBN et du CBD ont peu été décrits mais suivraient le même profil que celui du THC. Deuxièmement, parlons de la pharmacodynamie du cannabis. C'est l'étude de l'effet du cannabis sur l'organisme. La plupart des propriétés biologiques des cannabinoïdes sont liées à leur interaction avec le système endocannabinoïde. L'action pharmacologique du cannabis est complexe car il existe une synergie d'action entre les composés contenus dans la plante. Les effets seront variables selon la concentration des différentes molécules présentes. Commençons en parlant de la pharmacodynamie du THC, qui est le premier cannabinoïde majeur. Le THC est un agoniste partiel des récepteurs CB1 et CB2. Cela confère au THC des effets psychoactifs, antispasmodiques, anticancéreux, antivomitifs, analgésiques. Il favorise aussi la relaxation musculaire. Le THC est aussi un antagoniste des récepteurs 5-HT3 de la sérotonine. Ainsi il va favoriser la nociception et va avoir des effets anti-nauséeux. En plus, le THC va activer les récepteurs opiacés delta et kappa. Ainsi il va avoir des effets analgésiques et il va être utilisé dans le traitement des crises des opiacés. Focalisons-nous maintenant sur la pharmacodynamie du cannabidiol encore appelé CBD. En étant antagoniste et modulateur allostérique du récepteur CB1, le CBD va être psychoactif, va diminuer les capacités d'apprentissage et de mémoire, va causer de l'hypothermie et il s'oppose aux effets du THC. Deuxièmement, le CBD est antagoniste et agoniste inverse des récepteurs CB2. Cela lui confère des effets anti-inflammatoires et également une opposition aux effets du THC. Troisièmement, le CBD est antagoniste des récepteurs couplés aux protéines G55 et des récepteurs nucléaires et va avoir des effets anticancéreux. Quatrièmement,
Il diminue la douleur et l'anxiété de par son effet agoniste sur les récepteurs de la sérotonine 5-HT1-alpha. Cinquièmement, le CBD est agoniste des récepteurs TRPV1. Cela contribue à la diminution de la douleur, de l'inflammation et à la production de sébum. Septièmement, le CBD potentialise les concentrations en adénosine, favorisant également ses effets anti-inflammatoires. Les mécanismes des autres cannabinoïdes et leurs effets cliniques chez l'homme sont encore mal connus. Ainsi, le cannabinol agit sur CB1 et CB2, et a des propriétés sédatives, anticonvulsivantes, anti-inflammatoires. Le cannabigérol serait impliqué dans la douleur, l'inflammation, ou la chaleur en étant agoniste de CB1 et CB2. Le cannabichromène pourrait être antalgique et anti-inflammatoire et le tétrahydrocannabivarine pourrait diminuer la faim et les effets toxiques du THC en bloquant CB1. Maintenant nous allons aborder la toxicologie du cannabis thérapeutique. On parlera de sa toxicité aiguë et de sa toxicité chronique. Parlons maintenant de la toxicité aiguë. Il s'agit de la toxicité qui se produit à court terme après surdosage. On distingue les atteintes psychiatriques et cognitives où il y a de l'angoisse ou bad trip, de la paranoïa, des troubles de l'attention. Il y a aussi des atteintes somatiques comme des troubles cardiaques et des atteintes de la coordination. Comme autre toxicité notable, il y a l'ivresse cannabique avec comme symptômes, l'hyperthermie conjonctivale, la sécheresse buccale, la tachycardie, l'euphorie. Maintenant, parlons de la toxicité chronique, qui est la toxicité à long terme qui apparaît après surdosage. Comme toxicité chronique, on distingue la schizophrénie. Par exemple, chez le patient déjà symptomatique, il a été démontré que ses symptômes sont aggravés. En cas de surdosage prolongé, il y a une altération du développement du cerveau à des âges précoces, inférieurs à 21 ans. Des études précliniques sur des modèles animaux ont démontré qu'une exposition à l'âge prénatal ou adolescent au THC interfère avec la dynamique du cytosquelette, qui est essentielle à l'établissement de connexions axonales entre neurones. Troisièmement, les toxicités chroniques peuvent être des troubles de la mémoire et du traitement de l'information nécessaire à la prise de décision. Il y a aussi une atteinte des capacités de planification ou d'adaptation. Il y a aussi des atteintes pulmonaires qui peuvent être chroniques comme l'asthme, la pharyngite et la pneumonie. Parmi les toxicités chroniques, il y a aussi des atteintes cardiovasculaires. Il s'agit de la hausse du risque d'infarctus du myocarde chez les patients atteints de coronaropathie. Il y a aussi l'arythmie cardiaque, l'hypotension orthostatique ou l'artériopathie distale. Il faut faire très attention lorsqu'on est sous traitement par les cannabinoïdes comme le CBD et le THC, et il faut bien respecter la posologie et les recommandations du médecin. Sinon on peut développer une addiction. Les symptômes de l'addiction sont généralement des tremblements, de la transpiration excessive, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, l'anxiété importante avec parfois des attaques de panique. L'arrêt des cannabinoïdes après une longue période de consommation peut donner lieu à un syndrome de sevrage avec comme symptômes l'irritabilité, la perte d'appétit, les sueurs, les troubles du sommeil, les nausées. Nous allons maintenant parler des médicaments à base de THC et de CBD. Ce sont des médicaments qui sont uniquement prescrits sur ordonnance et font objet d'une surveillance renforcée. Premièrement, il y a le Sativex qui contient du THC et du CBD. Il a obtenu son autorisation de mise sur le marché en France en 2014. C'est un spray buccal et il est utilisé pour traiter la spasticité liée à la sclérose en plaques. Cependant il n'est toujours pas commercialisé en France car son service médical rendu, SMR, est faible et son amélioration du service médical rendu, ASMR, est absente. Il est commercialisé dans 17 autres pays européens. Deuxièmement, il y a l'Epidiolex qui contient du CBD. Il a obtenu son autorisation de mise sur le marché en septembre 2019. Il s'agit d'une suspension buvable de 100 mg par millilitre et il est indiqué chez l'enfant de 2 ans pour calmer les épilepsies. Son service médical rendu est mineur. Le flacon doit être jeté 12 semaines après ouverture. Troisièmement, il y a le Marinol qui contient du dronabinol. C'est un analogue de synthèse du THC et il est disponible en autorisation temporaire d'utilisation nominative depuis 2003 en France. Il a une autorisation de mise sur le marché hors Europe et est indiqué dans les douleurs neuropathiques, l'épilepsie, l'anorexie liée au sida et les nausées ou vomissements causés par la chimiothérapie.
Quatrièmement, il y a le Syndros qui contient aussi du dronabinol. C'est une formulation liquide approuvée en 2016 par la FDA aux États-Unis. Il est indiqué dans les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie, et dans l'anorexie induite par le sida. Cinquièmement, il y a le sésamé qui contient du nabilone. C'est un analogue synthétique du THC. Il a une autorisation temporaire d'utilisation nominative. Il est utilisé comme somnifère pour soulager les douleurs chroniques. Il est aussi indiqué dans le traitement des nausées et vomissements causés par la chimiothérapie et aide à stimuler l'appétit. Finissons en parlant de la législation française sur les médicaments à base de cannabinoïdes. En France, en 2019, l'Assemblée nationale a autorisé une expérimentation du cannabis thérapeutique sur 3000 patients. 5 indications ont été retenues, notamment dans certaines formes d'épilepsie sévère ou pharmaco-résistantes. Dans certains symptômes rebelles en oncologie. Ensuite, dans les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapeutiques accessibles. Dans les situations palliatives. Et enfin, dans les spasticités douloureuses des pathologies du système nerveux central. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, a exclu la voie d'administration fumée. Les formes de médicaments retenues sont les sommités fleuries de cannabis à vaporiser pour inhalation et les huiles administrées par voie orale. L'expérimentation lancée pour une durée initiale de 2 ans, a été prolongée par décret jusqu'au 25 mars 2024. En février 2022, un décret autorisant la culture en France de cannabis à usage médical a par ailleurs été publié. Nous voici à la fin de cette série de vidéos sur les cannabinoïdes thérapeutiques. Si vous l'avez apprécié, merci de nous soutenir en likant la vidéo et en la partageant. Cela contribuera au développement et à un meilleur référencement de notre petite chaîne. Merci aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez soin de vous et à la prochaine.